Salut à tous. Vous êtes intéressés par les processeurs chauds de votre région? Eh bien, on va parler du 11700K, puisque il y a eu un petit test qui est passé chez AnandTech. Alors AnandTech, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très vieux site hardware, donc un site relativement sérieux, c'est pas un leak chinois qui vient d'on ne sait où, puisque apparemment, il y a des 11700K qui étaient dispo dans le commerce. Du coup, AnandTech en a tout simplement acheté un, ce qui leur permet de passer outre le NDA d'Intel, et du coup de proposer un test en avance. Et on va voir qu'il y a des choses à dire sur cette architecture, du coup on va regarder un petit peu vite fait ce que ça donne. On y va, c'est parti. Et donc avant d'aller sur cette génération 11 de chez Intel qui va sortir dans quelques semaines, il est important de savoir ce qui s'est passé en fait dans le passé. Puisque cela fait depuis 2015, donc depuis la génération Skylake, la génération 6 de chez Intel, en fait, qu'Intel ne fait que grosso modo recycler la même architecture en l'améliorant un petit peu. Donc de la génération 6 à la génération 10, ben c'était plus ou moins la même puce, sans vraiment apporter quelques grosses nouveautés en fait. On a eu des corps en plus, des améliorations de fréquence, mais à son cœur, c'était toujours Skylake, qui était juste un petit peu amélioré à chaque fois. Et donc pourquoi il y a eu aussi peu d'évolution sur la gamme Intel depuis des années? Ben c'est en grande partie à cause de leurs soucis au niveau de la fabrication dans leurs usines de production, puisque Intel fabrique ses propres puces en interne. Ils ont eu beaucoup de mal à passer de la gravure 14 nanomètres à 10 nanomètres, ce qui fait que c'est un peu la blague depuis quelques temps, hein, c'est qu'on est sur du 14 nanomètres plus, et pour cette génération 11, on y sera encore une fois. Ce qui s'est passé, c'est que comme le 10 nanomètres de chez Intel posait problème, ils ont réussi à produire quelques puces malgré tout, maintenant ça va un petit peu mieux, mais il y avait beaucoup de retard. Et en parallèle de ça, on avait AMD à côté qui commençait à rempiler à chaque fois avec ses différentes générations de Ryzen, et on a vu qu'au fil du temps, Intel a senti un peu la menace arriver, et quand il a fallu designer cette série 11, il y a eu des choix à faire. Du coup, comme le 10 nanomètres n'était pas prêt et ne montait pas assez haut en fréquence pour faire un processeur de bureau digne de succéder à la série 10 et à Skylake qui montait très haut en fréquence, et pour faire simple, ce qu'Intel a fait, c'est qu'ils ont pris l'architecture qui avait été designée du coup pour le 10 nanomètres, qui est fonctionnel sur les PC portables et qui fonctionne plutôt pas mal, et ils ont décidé de le porter en arrière vers le 14 nanomètres. Puisque le but pour Intel ici, c'était d'obtenir le plus de performance en single thread, donc en monocœur. Alors du coup, porter un processeur qui était destiné à être gravé en 10 nanomètres vers le 14 nanomètres, ça ne va pas sans concession. Et c'est aussi en grande partie pour ça que l'on voit sur cette génération qu'Intel se limite à du 8 corps 16 threads, là où sur la génération 10, sur le très haut de gamme, donc sur les 10900, on avait du 10 corps 20 threads. Pour contrebalancer ça, Intel nous avait annoncé une évolution des performances de l'IPC des instructions par cycle de à peu près 20%, mais on verra qu'au final, ça suffira pas vraiment à pallier au déficit des 2 corps supplémentaires de la génération précédente en applicatif, et on verra qu'en jeu, c'est pas forcément ça non plus. Et un des autres soucis également de porter une architecture qui était destinée au 10 nanomètres vers le 14 nanomètres, on verra que ça pose aussi beaucoup de problèmes au niveau de la chauffe et de la consommation. Ce qui explique là aussi pourquoi Intel s'est limité à 8 corps, parce que les 10 corps, ça aurait tout simplement été impossible et ça aurait été une catastrophe au niveau chauffe et consommation, parce que déjà on va voir qu'avec 8, c'est compliqué. Bref, j'ai essayé de simplifier au maximum, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais bon, dans l'idée c'est ça. Et en gros, voici la génération 11 de chez Intel, qui est la première vraie nouvelle génération et nouvelle architecture, entre guillemets, depuis la génération 6. Donc du coup, ça se passe chez AnandTech, c'est en anglais, mais bon, c'est pas hyper compliqué à comprendre. On voit ici que du coup, ils ont testé le i7 11700K. Il faut savoir qu'il y aura aussi le i9 11900K, mais que la différence entre les deux devrait être au final plutôt minime. Puisque la seule vraie différence qu'il y aura entre les deux, c'est la fréquence maximale. Donc il sera intéressant de voir au final s'ils auront les mêmes soucis qu'avec la série 10. Souvenez-vous, le 10900K, chez Intel avait été compliqué à concevoir et il n'était pas disponible en très grande quantité.
C'est pour ça qu'on avait eu le 10850K, parce qu'il avait des fréquences un peu plus basses, et du coup Intel pouvait en fabriquer plus. Donc cette i7 11700K, on voit qu'Adantec a payé environ 470$, ce qui est un peu la moyenne des processeurs 8 cœurs de dernière génération, que ce soit chez Intel ou chez AMD. Et chose intéressante sur cette 11e génération chez Intel, c'est qu'Intel a enfin accès au PCI Express génération 4, qui est disponible depuis maintenant pas loin de 2 ans chez AMD. Donc sur ces nouveaux processeurs, c'est dispo, et même sur les anciennes cartes mères de chez Intel, probablement avec des mises à jour de BIOS, sur certains modèles, probablement pas tous. Donc renseignez-vous bien si vous souhaitez acheter un 11000 chez Intel, si vous souhaitez avoir le PCI Express génération 4, si vous achetez une carte mère d'ancienne génération, faites bien attention que ce sera bien pris en compte le PCI Express génération 4. Donc ils ont rajouté aussi un petit tableau de comparaison avec les différentes micro-architectures actuelles chez Intel et les Ryzen 5000 chez AMD. Alors on voit que chez Intel du coup on est limité à 8 cœurs sur Rocket Lake, Comet Lake on en avait 10. Chose intéressante, c'est qu'il y a un nouvel IGP basé sur leur nouvelle architecture Xe, c'est ce qui va servir de base à Intel en fait pour produire ses propres GPU qui devraient arriver plus tard, en espérant qu'ils soient bons. Mais bon, en tout cas ces petits GPU intégrés doivent être de meilleure facture que ce qu'on avait sur les anciens processeurs d'Intel, faut pas s'attendre à des miracles non plus. Donc un cache L2 qui a doublé, un cache L3 un petit peu plus petit, et un support de la DDR4 jusqu'à 3200 MHz, donc un support officiel évidemment. On pouvait aller jusqu'à 3200 MHz et plus par le passé. Sur Comet Lake c'était 2933, bon ça on change pas grand chose au final. Par contre au niveau du TDP, on voit qu'on reste à 125 watts, comme sur Comet Lake, et ce qui est toujours plus élevé que sur les Ryzen 5000. Et donc on voit que depuis la génération 9, 10 et 11, chez Intel, sur le 8 core 16 threads, on reste à environ 5 GHz en turbo. Alors par contre au niveau du tarif, on voit que le 10700K était sorti moins cher, à 390$ environ, et on voit qu'ici Adantec a payé 470$. Bon alors après il y a fort à parier que comme le processeur avait été mis en vente en avance, il était probablement un peu surtaxé entre guillemets par la boutique qui l'a mis en vente. En tout cas j'espère que c'est le cas. Bon alors ensuite au niveau des performances, on va commencer avec le point qui fâche, c'est la chauffe et la conso. Donc on voit ici que selon les différents benchmarks, le processeur se comporte plus ou moins bien. On va dire que quand il n'est pas trop stressé, il a des performances relativement normales, donc environ 60 degrés sur HDSoft avec une conso d'environ 130 watts. On voit que sur PowerRay, là c'est un peu différent, on voit déjà qu'on monte plus de 200 watts et 75-80 degrés, à peu près 220 watts de conso, c'est quand même assez élevé. Et alors le pire du pire, sur ces nouveaux processeurs Intel, il y a un nouveau jeu d'instructions, l'AVX 512. Alors l'AVX 512, c'est comme les différents jeux d'instructions, ça permet de faire des choses beaucoup plus rapidement que sur d'anciens processeurs. Ici, on avait vu l'exemple sur Twitter de celui qui avait fait le test ici. En gros, ça permettait à cet Intel 11700K de faire aussi bien qu'un Threadripper à 80 corps, je sais pas, pour à peu près la même consommation. Ici, effectivement, il y en a que 8. Donc les jeux d'instructions, c'est très important. Minimise pas ça du tout. Alors après, l'AVX 512 est très peu utilisé jusqu'ici, à part dans des scénarios très spécifiques et dans le milieu professionnel. Pour tout ce qui est gaming ou usage fréquent à la maison, on va dire qu'on s'en fout un peu pour l'instant. Mais bon, quand c'est utilisé, effectivement, le processeur Intel a un énorme avantage sur tous les autres processeurs. Mais alors par contre, au niveau de la consommation, on voit qu'on atteint des pointes à 290 watts et à peu près 100 degrés au niveau des températures. Alors c'est des cas extrêmes, mais c'est quand même énorme, 290 watts de consommation pour un processeur de bureau pour un 8 corps, c'est du jamais vu, tout simplement. Et au niveau de la chauffe, 100 degrés, alors c'est de l'air cooling, ok, c'est peut-être pas le meilleur ventirad du monde non plus qu'ils ont utilisé, mais avoir besoin d'un water cooling pour refroidir un processeur grand public, perso je trouve ça le fait pas trop. Donc bref, on voit que ce processeur peut chauffer énormément selon les conditions d'utilisation. Bon alors là c'est un cas bien spécifique, à l'usage, chez vous, dans ce que vous faites tous les jours, ça consommera pas autant et ça chauffera pas autant, ça devrait être plus ou moins équivalent à la génération précédente. Malgré tout, on voit que cette génération 10 et 11 consomment beaucoup plus que le dernier processeur d'AMD qui reste à environ 140 watts, là où chez Intel on dépasse les 200 watts sur la génération 10 et les 220 watts en utilisation normale sur la génération 11. Et donc encore une fois, on comprend bien pourquoi Intel nous a pas sorti
un modèle avec 2 corps de plus, puisque ça aurait été... Là, je pense qu'on se serait approché facilement des 260 watts et plus, qui aurait quand même fait très mal. Alors, je vais pas faire le tour de tout le segment applicatif, hein, pareil pour les jeux après. Si vous voulez voir les performances, allez voir le test de chez AnandTech directement. Mais dans l'ensemble, hein, comme vous pouvez le voir ici, on voit que le 11700K est parfois un petit peu devant, mais très souvent un petit peu derrière le 5800X, et parfois même derrière d'autres processeurs d'Intel d'ancienne génération. C'est pas très consistant dans l'ensemble, même si je dirais qu'en moyenne, il se retrouve grosso modo dans les mêmes gammes de performance que les anciennes architectures de chez Intel. Et on voit quand même qu'il se fait quand même maltraiter par le 5800X très régulièrement, hein. Il lui fout quand même une petite fessée. Donc c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des benchmarks, c'est que le Ryzen reste devant la plupart du temps. Alors au niveau du gaming, alors AnandTech sont descendus vraiment au plus bas des bas, hein, généralement. Les sites de test s'arrêtent au 1080p, chez AnandTech ils descendent jusqu'au 384p pour accentuer les différences au maximum. Et bien ici, encore une fois, on voit que le processeur d'Intel, le nouveau venu, il fait parfois souvent moins bien que les anciennes générations. Et c'est un peu ce qu'on retrouve tout du long. En fait, il n'apporte pas grand-chose de plus malgré ses IPC en hausse. Et ça a une autre explication. Mais bon, là aussi, hein, il se prend quand même une sacrée fessée par le 5800X, peu importe la résolution sur Red Dead Redemption 2 par exemple. On voit que ce 11700K est à la peine comparé à tous les autres processeurs d'Intel. C'est quand même compliqué pour lui. Mais bon, encore une fois, hein, ça ne tient que au plus bas dans les résolutions avec le moins de réglages possible. On voit par exemple ici en 4K, peu importe le processeur, on arrive à peu près au même niveau. Et on voit que même en 1080p, avec des tailles maximum, les performances sont toutes équivalentes, peu importe le processeur également. Et là aussi, hein, c'est un des points importants à noter, c'est qu'en gaming, les différences quand on voit les tests avec les processeurs, c'est que effectivement, il y a des différences quand on essaye de les accentuer, mais à l'usage, généralement, quand vous jouez à un jeu, vous essayez d'avoir les meilleures performances possibles, mais aussi les meilleurs graphismes, hors jeu compétitif évidemment. Et dans ces cas de figure-là, quand vous essayez d'avoir la meilleure qualité, la plus haute résolution possible pour vous, vous voyez qu'au final, peu importe le processeur, tant qu'il est relativement récent, qu'il ne soit pas limité par son nombre de corps, ou d'autres choses du genre, au final, les performances sont assez lisses, peu importe lequel vous avez. Donc si vous avez un processeur série 9 chez Intel, voire série 8, avec 6 cœurs, en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'upgrader vers cette série 11 du tout. Et c'est un peu la même chose, il n'y a pas besoin de passer chez AMD non plus. Est-ce qu'ils sont meilleurs en gaming? Oui. Est-ce qu'à l'usage, ça changera vraiment? Pas vraiment. On va prendre 2 autres jeux vite fait pour voir si ça change quelque chose. Sur Borderlands 3, vous voyez, c'est pareil. Le 5800X est loin devant en 360p. En 1440p aussi d'ailleurs, hein, on voit que avec les détails en low, les processeurs d'AMD ont encore une belle avance, et ce 11700K n'arrive pas à faire la différence, et il est même moins bon que le 9900KS, et il arrive un tout petit peu devant le 10700K. En 4K, encore une fois, les performances sont très lissées, même si tout est en low, on voit que tout ça c'est très proche, et en 1080p avec les détails au maximum, là c'est pareil, c'est plutôt lisse, mais le 11700K est derrière malgré tout encore une fois. Dernier test, un MMORPG, bon c'est intéressant de voir là aussi, encore une fois, on voit que ça se retrouve au final dans tous les jeux, le 11700K se retrouve derrière tous les autres processeurs, même ceux de chez Intel, à part en 4K ici, où il a une petite avance. Donc on voit que sur certains titres, il a une avance, selon la résolution aussi, mais on voit que dans l'ensemble, il se fait quand même prendre une belle fessée par tout le monde. Donc au final, qu'est-ce qui fait que ce nouveau processeur de chez Intel, cette nouvelle architecture, pose problème, et pourquoi est-elle même moins performante que la série 10, voire 9, selon les cas? Tout simplement parce que c'est plus compliqué que les 20% qu'Intel avait mis en avant. Donc là, Intel nous avait mis en avant fortement les performances en single thread, plus 19%, et en multithread, 19,5% d'IPC en floating point, donc en virgule flottante. Il y a différents types de calculs sur les processeurs, il y a les flottants et les integers, je sais pas comment on traduit ça en français. Mais bref, selon les applications,
ben, on peut en tirer plus ou moins parti. Donc sur certaines applications, il y a effectivement 19% en mieux. Par contre, sur tous les autres types de tâches, on est à plus 13 ou 7%, ce qui est beaucoup moins impressionnant. Et ce qui pénalise encore plus cette nouvelle génération de processeurs d'Intel, ben, c'est la latence qui est plus élevée que sur les anciennes générations. Donc la latence avec le cache est moins bonne, ce qui impacte grandement les performances sur certaines applications, sur d'autres moins. C'est un peu ce qu'on avait avec le problème chez AMD. Sur les générations 3000 par exemple, la latence était pas terrible, ce qui handicapait beaucoup ses performances en jeu et sur d'autres applications, ce qui avait été réglé par la suite sur la génération 5000 qui vient de sortir chez AMD. Donc au final, que penser de cette nouvelle architecture, cette nouvelle génération 11 de chez Intel? Bah, moi je dirais que c'est plutôt décevant dans l'ensemble. Rien de dramatique non plus, hein. Ce sont de très bons processeurs malgré tout, mais on pouvait s'attendre à quand même quelque chose de mieux. Vu le marketing d'Intel qui disait vouloir reprendre la couronne au niveau du gaming, bah, on voit que c'est pas vraiment le cas. Alors après, vous pourriez me rétorquer que c'est effectivement le 11700K et pas le 11900K, sauf que ben, je pense pas que ce soit 200 MHz de plus qui change énormément la chose. Ça rattrapera peut-être les performances du 5800X dans quelques cas, mais pas tous. Je pense que la différence est trop importante, par exemple en jeu, pour que le processeur d'Intel rattrape son retard. Malgré tout, on attendra de voir d'autres tests, d'autres sites YouTube aussi, on verra ce que ça donnera. Personnellement, je pense que ça changera pas grand-chose dans l'idée, hein. Je pense qu'on aura ce qu'on a vu là, c'est-à-dire ce n'est pas un mauvais processeur. Mais alors après, moi je me questionne, pourquoi avoir sorti cette génération 11, quand au final, au global, elle est moins intéressante que la génération 10, ça chauffe plus, ça consomme plus, sont limités au niveau du nombre de cœurs, on voit qu'en gaming, c'est même moins bon, dans d'autres applications, c'est kiff-kiff, voire légèrement moins bien, donc à part tout ce qui est AVX 512, ce qui est quand même très niche, ben, ce processeur n'a pas grand-chose à offrir en dehors de son support de la génération 4 PCI Express. Et quand en plus on sait que la génération 12 de chez Intel est prévue pour la fin de l'année, et que celle-ci devrait vraiment offrir quelque chose de nouveau, de performant, de tous les derniers échos qu'on a sur son sujet, c'est plutôt très bon. Est-ce qu'il y avait besoin de sortir cette génération 11 pour 6 mois quand celle-ci est vraiment plutôt bancale au final, hein, n'ayons pas peur de le dire. Personnellement, je trouve qu'ils auraient pu rester avec la série 10 encore quelques mois, ça aurait pas changé grand-chose. Hein. Donc bon, hein, si vous êtes au final à la recherche d'un processeur actuellement, ben la palme des performances au niveau des jeux, au niveau des applications, ben ça reste toujours la génération 5000 chez AMD qui reste meilleure dans tous les cas, qui chauffe moins et qui consomme moins également. Et en plus, hein, on voit par exemple que le 5800X devient de plus en plus simple à trouver dans le commerce actuellement. Le 5800X par exemple, on peut le trouver assez facilement sur la boutique d'AMD, il est en stock quasiment tout le temps maintenant. Donc pour du 8 core 16 threads, ben autant passer chez AMD, ou rester chez AMD si vous y êtes déjà. Et pour tout ce qui est 12 cœurs et 16 cœurs, ben chez Intel, il n'y a rien à mettre en face. Donc cette génération 11 est vraiment étrange, hein, puisque ce 11900K ne fera clairement pas la différence avec la génération 10 et ses 2 corps supplémentaires. Je veux dire, le 10900K devrait foutre une raclée au 11900K dans la plupart des tâches en applicatif. Et en gaming, il ne devrait pas y avoir une grosse différence. Donc, j'ai du mal à comprendre le placement, on verra les tarifs. Je m'attends pas à des miracles, hein, parce que de ce qu'on a vu jusqu'ici, ça devrait pas être la braderie chez Intel, hein, clairement pas, sur cette génération 11, ça devrait même être plutôt cher pour ce que c'est. Et je dirais que les meilleurs deals se passent en ce moment sur la série 10. En génération 10, on a vraiment de très très bonnes promos. Et je dirais que c'est maintenant qu'il faut en profiter si vous voulez être chez Intel ou rester chez Intel. Il y a de très bons deals hein, sur les 10 400 par exemple, les 10 600, 10 700. Il y a du bon tarif, il y a des bonnes promos. Et clairement, c'est plus intéressant que ces futures séries 11 qui vont débarquer d'ici quelques semaines. Donc voilà hein, ce qu'il y avait à dire sur cette génération 11 de chez Intel et de ce premier test. Bon bah on voit que c'était dispensable au final et j'en attendais pas grand chose, hein. J'en avais discuté un petit peu avec quelqu'un dans les commentaires, je sais plus où, je vois que j'avais raison dans l'ensemble. C'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. On va attendre,
la prochaine génération d'Intel, un Alder Lake, qui devrait être largement supérieure à celle-ci. Cette génération 11, hein, pour moi, c'est une archi qui ne sert à rien. Elle n'avait pas d'intérêt d'exister, je trouve. Enfin bref. Surtout qu'au niveau de la plateforme en général, sur les cartes mères moyen haut de gamme, c'est plus cher chez Intel que chez AMD, on a des restrictions au niveau de l'overclocking. Par contre, la bonne nouvelle sur cette génération, c'est aussi sur les cartes mères avec les chipsets un peu plus bas de gamme, il n'y a plus de restrictions au niveau de l'overclocking de la RAM. Donc ce qui fait qu'on devrait pouvoir s'acheter un 11400 chez Intel, et enfin pouvoir passer la RAM à 3200 MHz et plus, alors qu'avant on était limité à 2000, je sais plus combien. Donc ça c'était quand même très chiant, hein, c'était une limitation complètement arbitraire, qui n'avait pas vraiment lieu d'être, mais bon, c'était une façon pour Intel de vendre des cartes mères plus chères, tout simplement. Enfin bref, voilà ce qu'il y avait à dire sur cette fuite, entre guillemets. J'espère que ça vous a donné des infos intéressantes et du grain à moudre au niveau de cette nouvelle génération chez Intel. On va attendre les autres tests officiels d'ici quelques semaines. Bon alors, un autre avantage, hein, c'est que comme c'est Intel qui fabrique lui-même ses propres processeurs, ils sont moins impactés par tout ce qui est pénurie, comme c'est le cas chez AMD actuellement. Du coup, on trouve assez facilement du processeur Intel dans le commerce, et dans le contexte actuel, c'est plutôt un gros avantage à ce niveau-là. Donc guettez les bons plans, hein, les 10700 et compagnie. À mon avis, c'est plutôt là que ça se passe. La série 11, si vous la voulez absolument, vous faites ce que vous voulez. Hein. Personnellement, je vois pas trop son intérêt, surtout au tarif que l'on voit jusqu'ici. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui sur ce sujet-là, on en reparlera probablement plus tard. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, n'hésitez pas également à venir me voir sur le stream si vous voulez discuter. Et puis je vous dis à la prochaine, des bisous, salut!